La dernière supernova, un roman de Éric Simon. 24 novembre 2027. Christina était arrivée 2 jours avant à New York. Craig March ne lui avait pas fixé rendez-vous chez lui, mais dans le plus célèbre bar de la ville, qui était surtout connu pour ses concerts de rock. Le Maxwell's existait depuis près de 100 ans et les gérants avaient réussi à maintenir cette atmosphère si particulière de taverne de village. L'endroit était unique en son genre. Il y avait le bar et la salle où étaient disposées une vingtaine de tables rondes, et de l'autre côté, on accédait à la salle de concert par un couloir sombre. Christina avait trouvé très facilement, il était sur Washington Street, la rue des restaurants à Hoboken, à 2 pas de l'Hudson. Craig March lui avait dit « C'est exactement dans le prolongement de la 14e rue de Manhattan, mais de l'autre côté de la rivière. » Il avait raison, mais il fallait prendre le tunnel pour passer de New York au New Jersey. On pouvait y manger de délicieux petits plats sur le pouce et boire de très nombreuses bières locales, voire trop nombreuses. Le mercredi, la taverne ouvrait jusqu'à 2 heures du matin. Le rendez-vous avait été fixé à 20 heures. Christina était arrivée sur le coup de 19 heures, histoire de profiter de ce lieu mythique avant de passer aux choses sérieuses. Elle pensait à Tom qui devait être au même moment en train de dire les choses à Erin Ronstadt. Christina saurait reconnaître facilement l'astronaute. Elle avait vu sa photo et l'avait bien mémorisée. En revanche, elle n'avait aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler son escorte, ou du moins sa fausse escorte. Christina s'était demandé comment elle pourrait être sûre que le gars accompagnant March était bien un homme à Hooper, et que l'opération de remplacement avait bien réussi. Tom lui avait proposé un code. Son gars devrait lui dire la phrase « C'est sympa cet endroit, non ?» Il s'était mis d'accord une fois qu'elle lui avait précisé le lieu du rencard. Hooper savait de quoi il parlait. Il lui avait rappelé qu'elle n'était pas censée savoir que March serait accompagnée. Elle ne devait donc pas être étonnée si elle le voyait seul, et à l'inverse, elle avait le droit de paraître étonnée s'il ne l'était pas. La salle était remplie environ à la moitié. On entendait quelques sons de batterie et ce qui ressemblait à des essais de micros venant de la salle de derrière. Il y avait un concert ce soir. Pour qu'il la reconnaisse facilement, elle s'était décrite. Cheveux bruns attachés, pull et ongles rouges. Ça suffirait car elle connaissait son visage. Elle le vit entrer 5 minutes avant l'heure prévue. Il était seul. Ce n'était pas une légende. L'hiver arrivait vraiment plus tôt dans le Minnesota. Tom avait bondi de joie quand il apprit qu'il existait un aéroport à Warroad même. C'était tellement improbable de voir ça dans une des villes les plus au nord du pays, à seulement quelques miles de la frontière. Il avait craint de voir passer par le Canada. Winnipeg n'était qu'à 2 heures de route. En revanche, il en aurait fallu plus de 6 s'il était arrivé par Minneapolis. Warroad était la dernière ville du Minnesota avant la frontière. À part son vaste complexe de golf qui ne fonctionnait que 4 mois dans l'année, et son casino, qui lui fonctionnait 24 heures sur 24 tous les jours, il n'y avait pas grand-chose à faire à Warroad. La ville était traversée par une rivière sinueuse qui portait le même nom, et se jetait dans une grande baie bien arrondie. Les bords du lac y étaient joliment aménagés. Il faisait froid, mais pas encore suffisamment pour que tout soit gelé. Des restes de tas de neige étaient visibles, dont le soleil éclatant en avait fait fondre une bonne partie dans les jours précédents. Ce n'était visiblement qu'un ultime répit avant la période hivernale qui s'annonçait inéluctablement. Christina avait expliqué à Erin Ronstadt que ce ne serait pas elle-même, finalement, qui viendrait à sa rencontre, mais un ami à elle, car elle n'agissait pas seule. Ils étaient une petite organisation. Elle ne lui avait pas demandé pourquoi elle avait répondu à Laura. Elle lui montrait par là qu'elle avait compris la précaution. Ça ne changeait rien pour Erin. Tom Hooper serait toujours le bienvenu chez eux pour la fête de Thanksgiving le lendemain de leur rendez-vous s'il le souhaitait. Tom avait prétexté qu'il était attendu chez sa sœur à New York le soir du 25, alors qu'il n'avait plus de famille.
C'était avec Christina qu'il avait rendez-vous pour le débriefing. Erin avait fixé le lieu de l'entrevue dans un endroit pas banal, puisqu'elle avait choisi le casino. On ne pouvait pas choisir mieux. Tom avait compris qu'en faisant ça, elle souhaitait probablement évincer son escorte de la conversation d'une manière ou d'une autre, sans savoir que c'était de toute façon un homme à lui. Tom avait eu le temps de se poser à son hôtel, qui se trouvait dans l'immeuble adjacent à celui du casino. Erin avait fixé l'heure, 17h, dans le lounge de l'entrée. Tom lui avait dit « Si vous n'avez pas trop changé depuis que Galactix vous a présenté à la presse, je vous reconnaîtrai. C'est moi qui vous aborderai. » Effectivement, elle n'avait pas changé. Elle arriva dans le lounge à l'heure dite, tout juste suivie par ce bon vieux Danny, qui avait mis de drôles de lunettes sombres. Craig reconnut rapidement Christina après avoir balayé la salle de son regard bleu. Il se dirigea vers sa table. « Madame Voldoni ?»« Elle-même. Enchantée de vous rencontrer, » annonça Christina en cherchant vaguement du regard si l'escorte suivait sa proie. « De même. Vous êtes venu d'Europe spécialement ?»« Oui, je suis très heureuse que vous ayez accepté de me rencontrer, car ce que j'ai à vous dire est vraiment très important. »« Ah, je n'en doute pas. Si vous avez fait le déplacement rien que pour moi. Vous savez, ce n'est pas très facile d'approcher les astronautes de Galactix. Oui, c'est possible, nous sommes bien protégés. Vous prenez quoi ? Je vous conseille cette bière, elle est excellente et brassée tout près d'ici. Une petite merveille. Ah bah, allons-y, sourit Christina. C'est parti. Au moment où Craig prononçait ces mots, il leva les yeux vers la porte où venait d'entrer un grand type grisonnant, à l'air essoufflé, qui le dévisagea tout de suite. L'homme se dirigeait vers leur table. « Ne dites plus rien !» murmura Craig. « Faites comme si vous étiez une vieille connaissance de Hoboken. Je vous expliquerai. Je vais au bar pour les bières et je reviens. »« D'accord, » fit Christina. La physicienne comprit vite que le plan de Hooper avait foiré. Le grand type était probablement la véritable escorte de Hooper. Il vint s'asseoir à la table située tout juste à côté de la leur et sortit un livre de sa poche. Craig revint à la table avec 2 pintes à la couleur dorée, en jetant un œil interrogateur vers leur voisin de table. Ce dernier ne quitta pas son livre des yeux. « Et voilà. Alors, comment va Cathy ?» demanda Craig à Christina. « Cathy ? Toujours la pêche. » Christina a essayé de parler anglais en masquant le plus possible son accent italien. Elle a repris ses cours de physique. « Ah bon, je savais pas. C'est bien ça, c'est bien. Et ta mère, ça va ? Elle se remet ? » Oui. Ça a été dur, hein, tu sais, mais maintenant ça va mieux. Ah bah je suis content pour vous. Merci Craig. À la tienne, hein. À la tienne. Le type grisonnant ne disait rien. Tom se leva de son fauteuil et se dirigea directement vers la jeune femme. « Bonjour, je suis Tom Hooper, l'ami de Christina Voldoni. » Erin avait un regard un peu effrayé. Elle faisait tourner ses yeux et se mordait la lèvre inférieure. Je ne suis pas sûr que nous pourrons discuter de notre affaire aujourd'hui. Je ne suis pas très disponible. » Elle faisait pivoter ses yeux vers le grand Danny qui commençait à sourire derrière elle. « Ne vous en faites pas, mademoiselle Ronstadt. Je peux tout vous dire et vous pourrez tout entendre. Votre escorte est un ami à moi et à Christina Voldoni. Je vous présente Danny Portman. »« Danny Portman ? Mais vous m'avez dit que vous vous appeliez Danny Jones et que vous remplaciez Fiona exceptionnellement. »« Oui, je remplace bien votre escorte habituelle, mais j'ai dû emprunter un faux nom. Désolé de vous avoir mise dans l'embarras tout à l'heure, répondit le gros Danny. Tom Hooper reprit la parole. Nous avons remplacé votre escorte habituelle de Galactix. Rassurez-vous, il ne lui est rien arrivé, elle va très bien, elle a juste gagné un jour de congé supplémentaire. Danny ne travaille pas pour Galactix. De cette manière, nous pouvons discuter tranquillement sans que personne chez Galactix ne soit au courant de notre rencontre. Ok, très bien. Bon, c'est vrai qu'on est très protégé, hein, sans doute trop. J'avais prévu de divertir mon escorte en l'emmenant au casino pour nous laisser un peu de temps, et quand j'ai vu que ce n'était plus Fiona, je savais plus trop quoi faire.
Bon, j'aurais peut-être dû dire à Danny de vous expliquer le topo, mais bon, voilà, le principal c'est que nous pouvons parler très librement. On reste ici ou bien vous voulez aller ailleurs? Ah, on peut rester ici, hein, c'est très bien, répondit Erin, qui semblait enfin se détendre un peu. Elle savait que, grâce au service de sécurité du casino, il ne pouvait rien lui arriver. Elle savait aussi que le lounge de l'entrée était l'une des rares zones qui était hors d'atteinte des caméras de surveillance. Son petit frère avait participé à leur installation et en faisait la maintenance périodiquement. Tu le connais, le groupe qui joue ce soir demanda Tom. Non? Et toi rétorqua la fausse Cathy. Un peu. C'est pas mal ce qu'ils font, hein, le genre de groupe que ta sœur pourrait adorer, comme je la connais. Ah bah ça me dirait bien d'aller les écouter, continua Christina. Elle avait compris où souhaitait l'emmener Craig, et il avait sans doute raison. Si on voulait parler sans se faire trop entendre, il fallait du bruit autour de soi. Le concert serait idéal. Le quinquagénaire de la table d'à côté ne levait pas les yeux de son livre. Une vieille biographie d'un acteur du XXe siècle. Mais il semblait très attentif à ce qu'il entendait. Ah bah ça serait avec plaisir. Il commence à 20h30 je crois, c'est dans pas longtemps, poursuivit Craig. Ah quel dommage que Allison n'habite plus à Hoboken. Christina était subjuguée par le talent d'improvisateur de ce Craig March. Il était réellement crédible, et son escorte ne paraissait pas le moins du monde se douter de ce qui se tramait. Il devait certainement se dire qu'il allait devoir supporter des sons de guitare saturés et de batteries affreuses pour surveiller son protégé futur premier homme sur Mars. Ils continuèrent à inventer des dialogues sans aucun intérêt jusqu'à ce que les lumières s'éteignent et que les premiers riffs de guitare déchirent la petite salle du Maxwell's. Le vieux les avait évidemment suivis et s'était placé légèrement derrière eux. La salle était bien remplie. Quand l'obscurité fut assez dense, Christina prit Craig par le bras et le tira rapidement vers la fosse en faisant des zigzags, en bousculant légèrement les spectateurs qui étaient devant eux. Le but était de semer le vieux, et cela avait marché. Christina avait maintenant 3/4 d'heure devant elle pour tout expliquer. Leur dialogue était très particulier. Ils se parlaient à tour de rôle, littéralement de bouche à oreille, pour pouvoir s'entendre dans le vacarme ambiant. Ils se retournaient de temps à autre pour vérifier que l'escorte n'était pas revenue. De toute façon, ils n'auraient jamais pu entendre ce qu'ils se disaient. Craig commençait par expliquer à Christina qui était cet homme dont le métier était de le protéger de tout. Il le protégeait non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement, en surveillant ce que n'importe qui pouvait lui dire, surtout si cela avait un rapport avec son activité d'astronaute. Christina évita de lui raconter qu'ils avaient initialement prévu une petite action qui avait visiblement raté. Il était d'ailleurs mieux qu'ils ne se doutent pas qu'elle savait qu'ils fussent protégés de la sorte. Puis elle s'était lancée en reprenant tout depuis le début. Tom Hooper fit de son mieux pour expliquer tout ce que Christina lui avait dit. Elle lui avait fourni toutes les données qu'il pouvait sortir à tout moment de son terminal pour illustrer son propos, y compris des publications scientifiques en texte intégral. Il avait parlé des caractéristiques du vent de pulsar, dont les détails avaient pu être obtenus entre autres grâce aux neutrinos. C'était pour cette raison que Christina, qui en était une spécialiste, avait commencé leur action. Hooper avait poursuivi avec l'histoire de l'appel de Lisbonne, et ne fut pas étonné quand Erin lui dit qu'elle n'en avait jamais entendu parler. « Est-ce que vous savez que la Station spatiale internationale et la base lunaire ne sont plus ravitaillées et vont être entièrement évacuées en juillet prochain ?»« Comment ça ?» avait demandé Erin. Face au risque majeur engendré par le vent de pulsar, les agences américaines, européennes et chinoises ont décidé de ne prendre aucun risque pour leurs hommes et de suspendre leurs activités à partir de l'été 28. Vous n'en avez pas entendu parler ? Regardez ceci. Tom lui avait étendu son écran où il montrait la vidéo du responsable de la NASA annonçant sa décision. Erin regardait en haussant les sourcils par moments, en restant figé. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous me dites la vérité après tout ? asséna Erin. Vous avez raison, il ne faut pas croire les gens sur parole. Hein. Alors je vous ai apporté d'autres éléments qui vont vous prouver que c'est bien la réalité.
Tom approcha l'écran de son terminal du fauteuil d'Erin, qui se pencha pour bien voir l'image. C'était un reportage d'une télévision européenne qui expliquait le vent de pulsar, ses conséquences et comment allait se dérouler l'évacuation de la station spatiale et du village lunaire. Des transports des matériels les plus sensibles et les plus onéreux seraient organisés avant l'été, avant que ce ne soit au tour des derniers astronautes sur place de plier bagages, temporairement, espérait-il. Le responsable de la NASA expliquait qu'il ne voulait prendre strictement aucun risque, des fois que les calculs des scientifiques aient été biaisés et que la bouffée de rayons cosmiques arrive plus tôt que prévu. On ne nous a jamais parlé du vent de pulsar de Bételgeuse dans ces termes. On voit souvent des images du village lunaire, mais c'est la première fois que j'entends parler de déménagement ou de rapatriement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le rapatriement des astronautes a été décidé il y a déjà presque 2 ans, au printemps 2026, rétorqua Tom. Vous comprenez maintenant à quel point Galactix vous cache la réalité. Il vous diffuse certainement des images modifiées des activités spatiales. Je vois que ça. Mais c'était au moment où on a été sélectionné. 2 semaines après, en fait, dès que le 3e article scientifique concluant sur les mêmes niveaux de dose est paru. Après s'être longuement étendu sur les effets attendus du vent de pulsar et sur sa date d'arrivée, Tom Hooper finit son discours en révélant à Erin que même s'il n'y avait pas eu de phénomène exceptionnel lié à la supernova, ils auraient été très mal protégés des rayons cosmiques galactiques à cause de choix extrêmement discutables dans la conception de leur module Antares. Galactix leur mentait depuis le début et les maintenait dans une ignorance inexcusable. J'y crois pas. Mais j'y crois pas, quoi. C'est pas possible. Erin paraissait incrédule, les yeux grands ouverts et secouant légèrement la tête de droite à gauche. Nous ne savons pas exactement quelles sont les raisons pour lesquelles Galactix s'obstine à nier la réalité des effets du vent de pulsar à venir. Bon, même si nous avons quelques petites idées. Ce qui paraît sûr, c'est que vos dirigeants connaissent les risques encourus. Et malgré cela, ils ne sont pas prêts de changer d'avis. Nous vous avons contacté, vous et un autre astronaute membre du premier équipage, parce que nous pensons que maintenant, seuls les astronautes eux-mêmes peuvent faire quelque chose et empêcher la catastrophe. Et il fallait au minimum que vous sachiez la vérité sur ce qui vous attend. Erin regardait Tom sans rien dire, la mine atterrée de celle qui voit soudain son rêve d'enfant s'effondrer. Hooper reprit la parole. « Mais vous savez, tout n'est peut-être pas perdu pour vous. Il reste une chance, certes infime, pour que les scientifiques que nous sommes se soient trompés. Il faudrait juste attendre quelques mois après la date officielle du lancement pour savoir si on a vu juste. Mais partir à la date prévue est beaucoup trop risqué. » Mais le professeur Wheeler nous a expliqué que les rayons cosmiques provenant de la supernova étaient sans danger. Comment vous pouvez affirmer le contraire ? Cria Craig dans l'oreille de Christina. Ce n'est pas moi, mais des dizaines de chercheurs qui ont fait de nombreuses études et qui prédisent tous que le vent de pulsar va avoir des effets très néfastes en dehors de l'atmosphère. Mais vous parlez de Ray Wheeler de Harvard, du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics ? Ouais, c'est ça, on l'a eu comme prof au tout début, dans la phase de préparation, avant d'être sélectionné. Et ensuite, il nous donnait encore des informations et des précisions quand on en avait besoin, continua Craig. Christina cherchait quelque chose dans son terminal. Elle montra une liste à Craig, après avoir vérifié que le vieux n'était pas à côté d'elle ou derrière. « C'est la liste des signataires de notre appel de Lisbonne dont je vous ai parlé juste avant. Regardez, Ray Wheeler !» Il fait partie des signataires de l'appel. Mais pourquoi il ne m'aurait rien dit quand je lui ai posé des questions l'autre fois ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est fort probable que ce ne soit pas le véritable Ray Wheeler qui vous ait répondu en avril dernier, continua Christina. Ray Wheeler fait partie des scientifiques qui sont les plus remontés contre la décision de Galactix de poursuivre ses programmes. Il a été l'un des premiers signataires de l'appel. Mais comment c'est possible une chose pareille ? Cria Craig. Vous savez, on peut contrôler presque tout aujourd'hui,
répondit Christina dans son oreille. On sait que Galactix analyse vos envois et vos réceptions de messages, sous toutes les formes qu'elles soient. Nous vous avons contacté par email car nous avons trouvé une faille dans ce vieux système. C'était notre seule possibilité. On peut tout à fait imaginer que les gens de Galactix se sont fait passer pour Wheeler pour vous apporter une réponse. Et j'imagine qu'elle était plutôt rassurante, cette réponse, non ? Ben oui, bien sûr. Et maintenant, vous connaissez la vérité. Vous comprenez ? C'était devenu insupportable pour nous de voir le programme de Galactix se poursuivre comme si rien de nouveau n'était apparu dans le ciel. Nous avons compris que les astronautes devaient forcément être désinformés pour ne pas réagir plus violemment suite aux résultats scientifiques qui se multipliaient. Les niveaux de doses calculés sont mortels en quelques semaines seulement. C'est de la pure folie de continuer comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser que Scum n'est pas très sain d'esprit. Ouais, enfin ça c'est vous qui le dites, hein. Je ne pense pas du tout que notre patron soit fou. C'est un visionnaire. Les génies et les visionnaires ont souvent été vus comme des fous par leurs contemporains. Bon, quoi qu'il en soit, on ne demande même pas à Galactix de tout annuler, mais juste de reporter le premier lancement de 6 mois pour attendre que le vent de pulsar arrive en décembre 29, ce qui confirmerait hélas toutes les prévisions. Et Scum et Fournier ne veulent même pas en entendre parler. Honnêtement, ça changerait quoi un report de 6 mois ? Craig March restait silencieux, le regard dans le vide, alors que sur la scène, le groupe s'apprêtait à jouer leur dernier morceau. Craig, Galactix vous cache la vérité au sujet de Betelgeuse depuis le début, et aussi une chose qu'on a découverte sur les protections du vaisseau Antares, qui sont bien trop faibles, même en l'absence du vent de pulsar. Galactix est en train de risquer la vie de 10 personnes. Vous devez faire quelque chose pour empêcher le lancement en juillet 29.